Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Et voilà la date, évidemment, extrêmement important. On n'a pas le jour, mais c'est en octobre 2009 qu'on a la première vente de Bitcoin documentée contre du dollar américain. C'est pour ça qu'on considère que finalement c'est la première transaction et c'est la première qui donne un prix réel à notre ami Bitcoin. Et sache que c'est un développeur finlandais, Martti Malmi, qui a envoyé 5050 bitcoins pour seulement obtenir 5,02 $. Véridique, d'où le multiplicateur de folie que je t'ai annoncé en mode noir. Si ces bitcoins étaient gardés jusqu'au moment de son ATH, on serait à fois 60 millions. Car en effet, ça représentait un bitcoin à 0,1 centime de $. Et donc, tu vois, quand tu sais que le bitcoin a atteint les 70 000 $ et que cette vente, c'était 0,1 centime de $, tu te dis c'est de la folie pure. En effet, on est bien sur un multiplicateur de fois 60 millions. Donc, les gens cherchent du fois 100 du machin. Imagine que là, on parle de fois 60 millions. C'est évidemment pas possible de comparer avec les crypto-monnaies aujourd'hui qui sortent avec des préventes sur des market cap déjà très élevés. Le Bitcoin, lui, il est parti de rien. Il est parti de croyances, de soutien. Donc évidemment, même si le multiplicateur est extrêmement impressionnant, on peut difficilement le comparer avec les projets qui sortent aujourd'hui, où il y a déjà énormément de monde qui croit aux crypto-monnaies qui sortent. Mais voilà, ça a permis de lancer tout simplement la première valeur du Bitcoin, qui, comme tu l'auras compris, augmentera évidemment extrêmement vite. La chute du dollar américain est prévue. Jim Rogers prédit que les alliés adopteront le Bitcoin comme nouvelle monnaie de réserve mondiale. Voilà. Alors ça, si vous voulez ça comme bonne news, eh ben c'est une bonne news. L'investisseur américain Jim Rogers, bien connu en tant que cofondateur de Quantum Fund, anticipe le déclin de domination du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Roger discute de cette dynamique changeante dans une récente interview avec Sputnik, une agence de presse publique en Russie. La monnaie internationale du monde est censée être complètement neutre, mais maintenant Washington change les règles. Ils n'ont jamais changé les règles, ça n'a jamais été neutre. Et s'ils se mettent en colère contre vous, ils vous coupent la parole. Et oui, bon, tout ça, aucune monnaie n'a été au top plus de 150 ans, personne n'a toujours été au top, et le temps de l'Amérique touche à sa fin. Oh, c'est chaud tout ça, hein. C'est chaud tout ça. Allez, on va voir ces petits articles de Jacques Williams, c'est toujours bien. Et on le sait, un gros problème, hein, Est-Ouest, donc voilà, tout ça, pareil, ça fait partie de notre histoire qu'on suit à longueur de temps. Quatrième news ce matin, la première tour Bitcoin au monde va être inaugurée à Dubaï et tiens-toi bien, c'est un article magnifique qui fait plaisir. On nous dit qu'un promoteur basé à Dubaï a récemment dévoilé des plans ambitieux pour construire la toute première tour Bitcoin du monde. Waouh! Quand t'entends ça, tu te dis je veux y aller. Ce projet révolutionnaire a pour objectif de souligner l'importance des actifs numériques et des cryptos dans ce nouveau hub mondial au milieu des Émirats. La révélation officielle de ce projet est prévue lors de la prochaine réunion COP28 à Dubaï le 24 mai. Mais Dubaï, mais Émirats Arabes Unis, j'ai envie d'applaudir. Et tout ce qu'ils font, ils veulent créer un hub, mais c'est hallucinant. Les news qu'on a partagées ces derniers mois, ils veulent vraiment faire une terre d'accueil splendide pour les cryptos en proposant des petites Silicon Valley pour toutes les startups crypto. Viens ici, tu paieras pas de taxes, on va te donner des logements de fou, on va te donner des structures pour ton entreprise de fou et tout. C'est splendide ce qu'ils font. Bon. Et donc la nouvelle chaîne d'hôtels prévue pour adopter le style du Bitcoin, orange peut-être. Et moi j'arriverai comme ça. Hey, c'est Foufi, je veux une chambre. Ah, elle Foufi, yeah, welcome to the world, we're at the avenue, embrassera non seulement les technologies de pointe comme la blockchain et l'intelligence artificielle, mais mettra également un fort accent sur la durabilité des matériaux et l'absence d'émissions CO2, dans un truc vraiment bien. Moi, j'arriverai avec la carte et j'aurai l'intelligence artificielle qui fait « Bonjour, monsieur Foufi, j'adore vos vidéos Breaking News, voici votre chambre. » Il peut rêver, hein. Bon, cette chaîne d'hôtels unique va encore plus loin en proposant des tokens NFT aux utilités spéciales conçues pour récompenser ses clients. Les hôtels pourront placer des crypto-monnaies en stacking afin de générer un rendement annuel qui pourra par la suite être déduit de leur paiement de location.
Ah là, tu mets des cryptos en stacking là-bas et puis après, tu as la chambre qui est beaucoup moins chère si tu veux. Et donc, Salvatore Leggerio, le développeur visionnaire derrière cette entreprise, déclare fièrement « Ce sera le premier hôtel qui vous remboursera l'argent que vous avez payé, plus les intérêts. » En offrant une expérience inoubliable aux clients et en exploitant les avantages financiers potentiels des crypto-monnaies, cet hôtel promet de révolutionner les secteurs de l'immobilier. Waouh, c'est beau, j'ai envie de pleurer. Donnez-moi un mouchoir. Bon. La tour Bitcoin elle-même devrait être un gratte-ciel impressionnant de 40 étages. Oh, c'est pas beaucoup 40 étages. J'aurais voulu un truc de 400 étages, un truc de genre, symbolisant l'hommage de Dubaï à Bitcoin et en encapsulant les principes de son créateur énigmatique Satoshi Nakamoto. Leggerio envisage la tour comme une révolution immobilière créant un pont entre les actifs numériques et physiques et donc invitant des artistes, des architectes, des créatifs et des passionnés de crypto du monde entier à participer à cette entreprise évolutionnaire. Leggerio, qui est également PDG de Metaverse Investment, aspire à faire du Dubaï un pôle mondial de l'innovation crypto tout en repoussant les mythes de l'immobilier traditionnel. Dans le jour où vous voyez plus adhérer, vous voyez plutôt une baie vitrée avec de la mer, c'est que je serai reparti à Dubaï. Je rigole, le jour où je pars à Dubaï, c'est vraiment que je gagne beaucoup de sous en crypto, que ça me permet de quitter tout le boulot de ma femme et moi, mais on en est très très loin. Il va falloir beaucoup d'années et beaucoup de bull run pour que ça arrive. Bon. Non, je te rejoins sur Ripple. L'article parle clairement de la tokenisation de l'immobilier à Hong Kong, donc Ripple serait en train de tester un petit peu tout ça. On apprenait il y a quelques jours aussi qu'ils étaient sur la même ligne pour les CDBC, donc les monnaies numériques de banque centrale. Pareil, en phase de test, c'était où, au Monténégro, je crois, Oui, c'est ça. Qui faisait un pilote dessus. Non, ça bouge pas mal sur Ripple, hein. Je trouve aussi que ils sont là, les mecs, hein. Alors je sais pas ce que ça va donner avec le procès ou quoi, mais ils ont lâché 250 millions aussi il y a pas longtemps pour acheter une boîte en Suisse, là, pour se diversifier un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, en fait, pour se diversifier, peut-être pour s'attirer l'approbation d'autres que les États-Unis, au cas où, tu vois, au cas où ça puerait aux States. Donc, comme tu as dit, Monténégro, Suisse, Dubaï FinTech Summit, tac. On sent que voilà, Ripple diversifie, Ripple s'intensifie, Ripple a passé la deuxième, Ripple va-t-il nous payer? David croise les doigts. Dans cette news que j'ai appréciée, cette news qui vient du journal du coin, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont dit quelque chose que je partage, dans le sens où, avant chaque bull run, il y a pas mal d'innovations qui se mettent en place, et la tokenisation de l'immobilier, on en a déjà parlé il y a 2-3 ans, enfin, on en a déjà entendu parler avec Realty, tu vois, on a même des billes dedans. Ouais, il y a même des acteurs en France qui font pareil. Ouais. Exactement, et oui, c'est toi qui nous en avais parlé de ça. Et le truc, c'est qu'en vrai, ça parle d'un marché à plusieurs milliers de milliards. Donc moi, quand tu me dis ça, je pense tout de suite capitalisation XRP... Ouais, disons que Ripple, c'est un groupe qui se diversifie. C'est vrai que tout le monde les voyait dans les paiements, dans la facilité des paiements transfrontaliers, et que on se posait des questions à savoir sur la pérennité de tout ça, parce que bon, qui empêchait une banque ou n'importe qui de lancer le même projet, plus ou moins. En tout cas, moi, j'étais resté là-dessus. Là, le fait qu'ils se diversifient, on voit bien que donc au Monténégro, là, on parle de Hong Kong, où ils vont aider à mettre en place les MNBC, la tokenisation de l'immobilier. Enfin, tu vois bien que la machine est plus qu'engrangée pour quelqu'un qui risque encore des choses concernant le XRP. Disons que le but premier de l'utilisation effectivement de ça, c'est pas ce que prône Bitcoin, et c'est pas la même utilité non plus. Donc voilà, faut aussi savoir faire la part des choses et savoir ce que vous avez envie de faire en investissant sur ce projet-là, quoi. Le but d'XRP en vrai, c'est que ce soit adopté en masse de chez masse, et en vrai, je trouve que les secteurs... Par les gros acteurs du marché, par les pays, par les banques centrales, par les gouvernements, enfin c'est ça XRP, par les banques, c'est pas du tout le Kidam. Peut-être qu'à terme, j'en sais rien, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est pas la cible. En tout cas, ça fait pas l'unanimité. Ça, c'est intéressant, ça s'est passé hier, c'est que je ne savais pas, Dash, c'est un projet historique dans le monde des cryptos, c'est vraiment un projet très très ancien, hein. Je pense que ce projet-là, il a peut-être 10 ans. On n'en parle plus du tout, mais ils ont lancé un hard fork et la blockchain était down pendant 4 heures hier, et ils vont essayer de faire l'upgrade. Donc ils ont fait retour arrière, ils sont revenus à la situation initiale et ils vont corriger, et ils prévoient de faire une mise à jour le 14 juin. Les amis, je vais vous demander ce que vous pensez des memecoins dans le chat. Alors, memecoin, comment est-ce qu'on définit memecoin? Le grand maître absolu, c'est Dogecoin, d'accord? Avec une valorisation de 10 milliards de dollars, d'accord? J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Et derrière, il y a d'autres déclinaisons de...
de meme coin, pour rester poli, comme le Shiba Inu, 5 milliards de dollars. Ça m'arrive même de me faire insulter, hein. Je fais des lives dans lesquels je dis voilà, c'est de la merde, et tout le monde dit ouais, là, tu te rends pas compte. Mais bon, ma question c'est, est-ce que vous aimez ou non les meme coins? Et à ce moment-là, vous adorez et vous en avez, vous adorez mais vous n'en avez pas. Vous détestez ça, mais vous en avez, parce que uniquement d'un point de vue trader, vous en achetez en essayant d'être le moins con de tous les cons de la chaîne, ou alors vous détestez ça, mais vous n'en possédez pas. Et pour terminer, vous vous en foutez complète, et vous ne connaissez rien à l'industrie du mème. C'est parti, le sondage a été lancé. Ouah les gars, c'est lunaire, le résultat est lunaire. Je m'attendais honnêtement à 90% de je m'en fous complètement. Regardez les résultats en temps réel. Moi je dirais je déteste ça, mais j'en ai parce que j'ai du Dogecoin. Mais j'ai aucun autre. La réalité c'est qu'à part le Dogecoin, que je n'ai pas touché depuis ma vidéo d'ailleurs, parce que c'est un truc à 10 ans, est-ce que vous vous rendez compte les gars des résultats? On est combien là? On est 1200, on a quand même 5% de gros détraqués de la tronche, hein, d'accord? J'adore et j'en ai. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoique, est-ce que c'est eux les détraqués? Ou les détraqués c'est ceux qui adorent les mêmes coins, mais ils en ont pas? Alors, le déteste ça et j'en ai, je le conçois. Tu vois, je le conçois parce que c'est de la merde, mais j'ai quand même acheté par exemple du Ordinal quand il est sorti. Et je l'ai revendu X fois plus cher, tu vois. En attendant, 51% d'entre vous s'en foutent complet. Une personne sur deux. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a été obligé de lister le Dogecoin sur Meria. On n'a pas eu le choix. Donc concrètement, il y a eu un chaos pendant près de 13 heures, 13-14 heures, la blockchain n'a plus été complètement chaos. C'est vraiment l'un des pires scénarios qui peut arriver quand on fait un hard fork, c'est que ça arrête de fonctionner. On n'a pas le Blue Bitcoin, ils ont fait des hard forks récemment, ils ont fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de hard fork, mais généralement, voilà, ils font très attention, justement, ils évitent les hard forks pour éviter ce genre de choses. Ethereum, ils font très souvent des hard forks, mais ça se passe plutôt bien, jusqu'à maintenant ça s'est bien passé. D'autres systèmes, on voit qu'ils ont quand même des problèmes. Dash, c'est plus une blockchain qui a été conçue initialement pour l'aspect confidentialité des transactions, un peu comme pouvait l'être Monero, enfin comme l'est toujours Monero et Zcash par exemple, c'est d'autres cryptos, mais c'était l'une des premières sur ce créneau des blockchains privées où on peut envoyer des transactions de manière complètement confidentielle. Il y a de plus en plus de personnes qui reparlent de ce type de blockchain. Vous savez, suite à l'interdiction de Tornado Cash, il y a pas mal de gens qui cherchent des alternatives et ces blockchains, on va dire complètement confidentielles, peuvent être en partie une solution pour garder vraiment un anonymat sur le sujet. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas un spécialiste de Dash, mais j'ai pas creusé l'aspect cryptographique, etc. Alors, je sais, moi, en tout cas, ce qui marche bien en termes de crypto-monnaie confidentielle, Monero, là, il y a pas de doute. Et il y a Zcash, mais Zcash, ils ont les transactions non confidentielles et les transactions confidentielles. Dash, je ne sais pas. Parlons maintenant de FTX. FTX, la suite de FTX, est-ce que c'est pour bientôt? On semble vraiment se diriger vers le reboot de FTX, FTX 2.0. Il y a un certain nombre de documents qui sont sortis suite, vous savez, à la faillite de FTX. Ils doivent publier un certain nombre de choses et il y a eu des réunions qui ont eu lieu pour valider. À la surprise générale, l'attaquant du mixeur de crypto Tornado Cash a proposé de céder le contrôle à la communauté de Tornado Cash après avoir initialement pris le contrôle total. Certains membres de la communauté se montrent optimistes quant à ce revirement apparent, tandis que d'autres spéculent sur une tentative de manipulation des prix du jeton Torn avant de prendre la fuite. Le résultat de la proposition de récupération sera connu le 26 mai. Ensuite, nous avons Arc qui, comme d'habitude, fait une petite analyse. Il nous propose régulièrement des analyses de ce type-là sur l'impact de la SEC et de la conformité, de la mise en conformité de l'ensemble des assets crypto par la SEC. En fait, on a un départ au fur et à mesure des sociétés qui sont en train de se faire. Un départ vers l'Arabie Saoudite, vers la Corée du Sud et vers l'Australie. Donc, on voit que on n'a pas l'Europe dedans. Et c'est très important de noter, c'est que à l'heure actuelle, l'Europe n'est pas considérée comme une zone où les sociétés crypto vont venir s'installer en partant des USA. Et ça, c'est très important parce que on a une communication aussi franco-française et franco-européenne où on se dit que oui, Mika, c'est bien et que on a au moins un cadre juridique. Oui, c'est vrai, mais est-ce que le cadre juridique est suffisamment intéressant pour les sociétés et venir s'installer en France et globalement en Europe? On a un cadre beaucoup trop fort et surtout on a encore un cadre relativement flou sur son application et on a une relation qui est très forte avec les USA dans lequel on sait très bien que les USA joueront sur les futures réglementations. Le liquid stacking, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà pour comprendre, liquide ça veut dire donc une crypto-actif liquide qu'on va pouvoir échanger. Parce que oui, tout simplement, le liquid stacking va permettre en fait que
quand vous allez stacker, par exemple, 1000 Matic, vous allez recevoir en contrepartie un autre token, donc ça sera des Matic, on va dire un peu comme Wrappé. En général, ils vont s'appeler par exemple S Matic devant ou X Matic. Donc ce sont d'autres Matic, mais vous allez recevoir la même somme, donc 1 pour 1. Et avec ces Matic, vous allez pouvoir en fait les utiliser dans la DeFi pour avoir du rendement ou faire du volume ailleurs. Alors c'est pratique parce que ça va permettre en fait de bloquer des tokens, mais en même temps, nous, de les faire travailler aussi ailleurs avec nos autres Matic qu'on a reçus, par exemple. Mais là, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour récupérer mes premiers Matic? Car le but, c'est quand même de les récupérer. Et bien c'est là en fait que ça va ressembler un peu au prêt et à l'emprunt. Pour récupérer donc vos premiers Matic, vous allez devoir rendre la somme exacte des Matic qui vous ont été prêtés. Donc comme je vous ai dit dans l'exemple, j'ai déposé 1000 Matic et j'ai reçu en contrepartie, on va dire, X Matic, donc le token, le fameux token en liquide. Eh bien, si je rends pas les 1000 X Matic, je pourrai jamais récupérer mes premiers Matic que j'ai posés. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention avec l'argent que vous recevez via le liquid stacking, sinon vous allez jamais recevoir vos premiers tokens. C'est un peu comme le prêt et l'emprunt sur AAV par exemple. Si vous commencez à mettre $1000 de collatéral, vous recevez donc $500 d'USDT par exemple. Si vous perdez ces $500 et que vous voulez récupérer vos premiers $1000 que vous avez mis, il faut obligatoirement que vous repayiez $500, la somme qui vous a été prêtée. C'est un peu pareil avec le liquid stacking et cette façon en fait va permettre beaucoup de choses et surtout augmenter un peu les volumes sur différentes plateformes. Du côté des BRICS, on ne cesse d'assister à une montée en puissance puisque ce sont maintenant pas moins de 30 pays qui ont demandé de se joindre à cet ensemble économique, mais faut pas se le cacher, un nouveau bloc géopolitique qui se dresse tel un mur face à l'Occident. Alors, parmi les candidats à l'adhésion aux BRICS, il y en a quelques-uns que vous connaissez bien, que nous avons déjà évoqués, comme l'Algérie, l'Argentine, le Venezuela, l'Égypte. On retrouve également l'Iran, le Mexique, le Pakistan, la Thaïlande, la Tunisie, et désormais, vous pouvez rajouter à la liste l'Uruguay, le Soudan. Bon, là, on sait que c'est pas fait. Les Émirats Arabes Unis, le Nigeria, le Nicaragua, le Bélarus, bon, frontalier de la Russie, c'est pas trop surprenant, mais également le Bangladesh et Bahreïn. Alors, ce nouvel ensemble, s'il se constitue, représentera pratiquement 2/3 des habitants de la planète, et en termes de poids économique, ce sera également au-delà des 60%. Donc voilà, je crois que là on arrive à des niveaux, excusez-moi du terme, mais d'emmerdement maximal, parce qu'il ne se passe plus rien pour l'instant, les marchés sont paralysés, et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au-delà de l'affaire de la dette, du plafond de la dette, ou de l'éventuel défaut de paiement du gouvernement américain, c'est qu'en fait, ça crée une espèce de barrière, une espèce de cocon, comme un espèce de silencieux quand vous tirez avec un flingue, dans les films, en tous les cas, vous avez cette espèce de cocon autour du marché qui fait que il ne se passe rien. Peu importe les nouvelles, peu importe ce qu'on vous annonce, zéro effet. Et l'exemple le plus frappant, c'est monsieur James Bullard qui a parlé hier. Alors James Bullard, c'est le patron de la fête de Saint-Louis. Il fait partie des hawkish professionnels, donc plutôt du côté des gars qui veulent monter les taux. D'ailleurs, c'était son discours d'hier. Il a annoncé que selon lui, d'ici la fin de l'année, si on veut vraiment combattre l'inflation, il faut encore monter les taux 2 fois. Encore 2 hausses de taux. Évidemment, on parle de 0,25%, pas de 0,75%, mais encore 2 hausses de taux pour vraiment casser les pattes arrière de l'inflation. Alors évidemment, ce genre de nouvelles, vous nous l'auriez balancé au mois d'octobre l'année passée, on se prenait 3% dans les dents. Aujourd'hui, vous la balancez, il se passe rien, tout le monde s'en fout, parce que de toute façon, la préoccupation principale, c'est le plafond de la dette. Et si défaut de paiement il y a, le problème de la hausse des taux ne sera plus vraiment un problème, puisque la question qu'on va devoir se poser, c'est à quelle vitesse la Fed va devoir baisser les taux pour essayer de ralentir le ralentissement économique, d'aider l'économie et d'éviter une chute catastrophique des marchés. Là, on a le dollar. Regardez ce que le dollar nous a fait. Double bottom, même triple bottom.
cassure du coup de la ligne de coup. On est venu retester la ligne de coup ici avec la mèche, je vais vous enlever le ruban comme ça vous le voyez bien. Ici on est venu tout simplement retester ici la ligne de coup, donc boum, triple bottom, cassure, reteste, on vient faire une cassure à nouveau, et là en plus on arrive sur le ruban, on a cassé le MA89, clôture daily au-dessus de le MA89, et on reteste avec la mèche, et on voit que pour l'instant on ne vient pas trouver de clôture en dessous des 103.05 points, donc vraiment on a quelque chose qui est bullish ici, le retest de le MA89 ici est très bullish, tant qu'on voit pas un dollar passer en dessous de le MA89, alors on est sur quelque chose qui vraiment risque d'être une belle poursuite haussière, et en plus de ça, tant qu'on tient le MA89, eh bien il nous faudra une belle décorrélation, mais on risque bien de valider ce triple bottom, ce qui pourrait nous ramener déjà chasser les stops entre les 105,65 points et les 106 points. Donc déjà ici, boum, on irait chasser les stops. Et après, en fonction de la force qu'il y a, vous voyez, en fait, tout simplement ici, le dollar, il est dans un W pour l'instant. Donc si ici, on arrive à bien chasser les stops et à continuer le mouvement, le dollar, plus rien ne l'arrêtera, il reviendra chercher sa grosse zone de résistance des 110 points ou au moins toutes les liquidités qui se trouvent jusqu'aux 108 points. Donc là, on a un dollar qui est sur quelque chose d'extrêmement bullish. Donc malheureusement, attention, c'est mauvais pour le marché crypto-monnaie. On a encore un petit peu de force ici, on voit qu'on est sur un très gros W dans le momentum. On pourrait encore légèrement pousser et c'est vraiment ce que j'attends. Le dollar, j'aimerais qu'il pousse ici, qu'il vienne chercher sa zone de survente. Comme ça, après, c'est réalisé. Comme ça, son mouvement aussi aura été fait. Les vendeurs se seront essoufflés et là, on aura un départ de mouvement baissier, un départ de retracement. Donc j'attends concrètement d'être dans cette zone de survente et à ce moment-là, potentiellement que je pourrais concrètement essayer de me positionner plutôt bull sur le marché crypto. Donc sur le long terme, on peut regarder en weekly et on se rend compte que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tendance. On a eu toute cette phase de bull run, ensuite une phase de bear market où on a corrigé tout simplement l'explosion du prix et maintenant, on ne sait plus vraiment si on est reparti en bull run ou si on est toujours en bear market parce qu'on fait toujours finalement des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc ici, on fait un point haut plus bas que celui-ci, qui est plus bas que celui-ci et pareil avec les points bas finalement qui sont toujours de plus en plus bas. Donc la question va être de savoir si on va enfin repartir à la hausse ou si on va repartir vers une nouvelle jambe baissière puisque pour l'instant rien ne dit si on repart à la hausse ou à la baisse. On voit tout simplement que le prix il est neutre, il est piégé dans le nuage au milieu entre la Tenkan et la Kijun, donc pour l'instant pas de quoi dire vraiment qu'on est haussier ou baissier, surtout qu'on est sous une résistance très très importante à 30 000 $ qu'il faut vraiment prendre en compte parce que ici c'était un niveau de support très très important, on a rebondi plusieurs fois pendant le bull run et finalement qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas être rejeté et repartir vers un nouveau point bas puisque c'est un ancien support devenu résistance, donc pourquoi pas s'en servir en résistance et repartir, soit pour rebondir et faire un grand W, c'est possible, ou alors repartir vers un nouveau point bas, donc pourquoi pas le prochain niveau de support ici à 12 000, ou à minima ce niveau des 16 000 environ. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est juste attendre de voir si on parvient à casser le nuage, ou si, en tout cas, on reste toujours au-dessus de la Kijun, parce que tant qu'on est au-dessus de la Kijun, c'est plutôt haussier, tout simplement parce que du moment qu'on est resté au-dessus de la Kijun, on était haussier, et lorsqu'on l'a cassé à la baisse, on est tout simplement rentré en range, finalement on l'a regagné, on est repassé haussier, on allait chercher la TH, et dès qu'on l'a cassé ici, on est repassé baissier. Donc là, on peut très bien dire, on l'a cassé une fois, on l'a retesté ici, donc potentiellement, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on peut continuer à monter et aller chercher les objectifs. On a cet objectif ici très très intéressant à 68 800 $ qui correspond à la cassure de ce biseau ascendant, qui est un pattern qui en général casse à la hausse et qui nous donne donc de fortes chances d'aller chercher cet objectif qui correspond au point le plus haut dans ce pattern. Donc à voir si on va chercher ça, en tout cas ça sera dans les prochains mois, voire les prochaines années, donc 2024 potentiellement. Pour l'instant on n'y est pas encore, tant qu'on est entre la Tenkan et la Kijun et surtout sous la résistance des 30 000 $ et à l'intérieur du nuage, on reste stable, donc en range, et on attend de voir si on parvient à casser ça. Si on passe au-dessus, moi je pense qu'on va aller chercher tout d'abord les 43 000 $, et si on casse ce niveau-là ensuite, les 51 800, et vraiment ça se fera petit à petit sur chaque niveau. Donc voilà, la tendance elle est neutre, donc rien à dire de spécial à part attendre de voir si on casse à la hausse ou si on recasse la Kijun vers le bas. Pour moi, c'est vraiment les niveaux à venir chercher si ici on arrive vraiment à résoudre ce range. Donc il faut vraiment faire une clôture au-dessus des 27 700 $ à peu près pour avoir résolution haussière et revenir dans cette zone de rechargement de short et au contact de la trendline vers les 28 900 $. S'il n'y a pas de résolution, qu'on a une résolution baissière, par exemple comme ceci, pour moi l'objectif c'est vraiment 25 000 $, le premier arrêt juste ici. Donc attendons de voir la résolution. Il y a des premiers signaux bullish comme le momentum qui est en train de confirmer une divergence haussière. Depuis la divergence baissière, le prix n'arrive plus à monter. Depuis le 20 avril, on est dans une dynamique qui est baissière, mais on n'a pas été bien bas. Et donc là, si le momentum redevient haussier, à voir si les acheteurs, eux, vont réussir à replonger Bitcoin dans un rallye haussier, puisque également au niveau du volume, on en a parlé, les deux camps sont endormis. Les acheteurs et les vendeurs, vous voyez, le volume se contracte, on a de moins en moins de volume.
Ni les acheteurs ni les vendeurs ont le contrôle du mouvement pour l'instant. Imaginons il y a un breakout haussier, le volume acheteur fait ça. Ok, réveil des acheteurs et donc pour moi il y aura momentum acheteur, réveil des acheteurs sur le volume et structure haussière. Donc il y aura tout pour que les acheteurs au moins ramènent le prix dans les 28 800 $ à peu près. Et si vraiment ils sont bien motivés, on pourra on pourra continuer ce rallye haussier et tenter d'aller casser les 31 000 $ pour se diriger vers le premier arrêt, vers les 35 900 $. Mais bon, encore une fois, va falloir résoudre cette première zone de combat. C'est la première étape avec du volume et que derrière, on ne réintègre pas. C'est-à-dire que si on fait ça, que le pullback de cette zone soit obligatoirement racheté pour continuer. Parce que si on fait ça et que derrière, on réintègre, pour moi, ça sent mauvais. Ce sera toujours dynamique baissière, creux et sommet descendant pour aller faire un creux descendant au niveau des 25 000 $. Et on le voit clairement au niveau du marché ici, vous voyez, on n'a pas eu de mouvement depuis les derniers jours. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était samedi, je crois, samedi ici. On avait notre ratio long short qui était à 67% et qui là, du coup, se rééquilibre à 54-55%, alors que, vous voyez, en 2-3 jours, il s'est rien passé, on est très très plat. Donc ça, c'est étonnant. Je sais pas comment, du coup, les longues sont fait liquider. C'est possible qu'en fait, on a eu des longues. J'ai vu beaucoup sur Twitter de gens qui disaient, ouais, c'est manipulé et tout, mais pas vraiment, en fait, parce que c'est donné public, donc ça peut pas être tant manipulé que ça. Peut-être derrière, c'est Binance derrière qui du coup enlève l'utilisation, mais je sais pas trop comment ils pourraient faire. Mais du coup, ce qui est possible en fait de ce qui s'est passé, c'est que du coup on avait beaucoup de longues, donc on avait beaucoup de gens qui pariaient à la hausse, et vu que le marché commence à s'aplatir et fait pas grand chose, et ben du coup les gens ils perdent patience, et au lieu de garder leur longue, qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils coupent leur longue tout simplement. Et en fait on a sûrement eu beaucoup de gens qui ont coupé leur longue parce qu'ils en avaient marre, ils payaient des frais et puis c'était trop stable, du coup ils en avaient marre d'attendre, et donc ils coupent le long, et donc le fait de couper leur longue, ça enlève les longues sur le marché, ce qui fait du coup on a plus de liquidation à aller chercher, et donc on rééquilibre le ratio long short tout simplement. Donc ça c'est très intéressant à noter parce que c'est un point qui est plutôt bon pour la hausse normalement. Je dis bien normalement parce que voilà, c'est en théorie, après avoir en concret, mais c'est une bonne chose parce que le fait que du coup on ait moins de longues, et on va moins avoir tendance à aller chercher à la baisse au niveau du cours pour liquider les longues vu qu'ils sont moins nombreux. Donc voilà, le top du top serait que le ratio carrément s'inverse et qu'on ait plus de short que de longues. Mais ça paraît quand même assez compliqué. Justement en intro, je vous parlais aussi du ruban très 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 intéressant. Regardez ça, on est pile dessus aujourd'hui. Il y a eu un moment au niveau de la journée là, je crois que c'était début d'après-midi, on était vraiment dans le ruban. Là je me suis dit ça y est, ça va être le moment, et oui que là on redescend légèrement, donc j'ai l'impression que ça va pas être pour aujourd'hui, mais regardez comme c'est intéressant, comme le ruban est contracté, sérieux, on a un tout petit filet là comparé à ce qu'on avait dans le passé, et ça me fait vraiment penser à cette situation là. Rappelez-vous, on s'était fait du coup on avait passé le ruban au niveau de la baisse, et là on avait le ruban qui s'était contracté à fond et on avait pu le repercer au niveau de la hausse au moment où il était très très fin, et par la suite hop, force signal d'achat, et puis on avait pu repéter à la hausse, et on avait pu enchaîner quand même un petit mouvement haussier de 39%, 40% depuis la cassure du mouvement. Et du coup là on reforme un peu le même scénario, vous voyez, on repasse en dessous, et alors on n'a pas dans le même scénario parce qu'on est toujours pas passé au-dessus, et ça va être vraiment l'étape la plus primordiale, en fait la plus importante à regarder. Et c'est pour ça que je vous dis là, c'est sûrement durant cette semaine qu'on va avoir la réponse de savoir si ou pas on arrive à clôturer en daily au-dessus du ruban et à repasser au-dessus comme on avait fait en fait tout simplement ici, et là on risque d'avoir un fort signe d'achat où en fait on risque de remonter et du coup avoir un nouveau momentum qui va arriver, ou alors du coup le deuxième cas qui est du coup pour l'instant le cas actuel où on n'arrive pas à passer au-dessus, on se fait rejeter, et là du coup on dégringole beaucoup plus bas, quand on a le ruban comme ça, on passe en dessous et on revient le tester pour se faire rejeter en tant que résistance, c'est très très moyen. Donc voilà, on patiente. Je m'attends pas à une deuxième partie d'année bullish, tu vois. C'est que là pour l'instant on est du meilleur côté de la montagne. Ça veut dire que pour l'instant, ah là là, c'est pas super. Allez, disons Bitcoin nous fait ça, plap, 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 plap. Mais globalement, dans les 6-8 mois, faudra pas être étonné si on revient dans cette zone. Et ça va faire plaisir à personne. Et ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire que, convaincu ou pas dans les cryptos, vous êtes à fond convaincu, les cryptos c'est convaincu. Mais pour convaincre les gens, il faut qu'ils aient une possibilité de gagner des sous. Il faut que vous alliez voir votre voisin et dire, t'as vu, j'ai fait mon x1000 sur ma merde. Et toi, t'as fait un x1000 sur ta petite merde concoctée. Et puis après, lui aussi, il a envie de mettre ses économies. Donc c'est comme ça qu'on fait rentrer de l'argent sur le marché. Mais on a eu des rallyes énormes depuis le début d'année, et ça n'a pas suffi pour maintenir l'étincelle. Les alts ont eu leur rallye de l'année, et probablement ils ont fait leur high de l'année. Et voilà, et on revient ici, merci, au revoir. C'est pas comme ça qu'on va convaincre Robert de venir mettre ses économies, si vous voulez.
Et là, on arrive dans le pire moment de l'année, hein, c'est que c'est début d'année jusqu'à juin, les traders, ils font leur thune à Wall Street, et puis ensuite, c'est mode vacances, et ensuite, c'est bon, le job, il est fait, on prépare les comptes, on raconte les grosses performances qu'on a fait, et on trouve les clients pour l'année prochaine, hein, pour les gestionnaires de fonds, et puis basta, ils sont bien contents d'avoir pris des profits, ou avoir pu sortir sur leur rebond, pour effacer l'année de merde de l'année précédente. Voilà, et en fait, en général, l'automne, hein, on appelle ça the fall en anglais, c'est pas pour rien. Ouais, c'est pas que les feuilles qui tombent, normalement, c'est aussi les marchés. Petit dégonflage. Mais bon, nous, on a un petit dégonflage qui nous attend là, pour the fall. Putain, ça pourra nous emmener où? That is the question. J'ai tapé Bitcoin et je montrais que les précédents bull runs, enfin, ce qui valide vraiment un bull run, c'est lorsqu'on a l'explosion, l'arrivée massive de la masse sur Bitcoin, et là, via les recherches, les recherches sur Google Trends permettent de bien mesurer ça. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est normal, parce que le bull run, il arrivera lorsque on fera sauter les 35 000 $. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et voilà. Alors, quand est-ce qu'on fera sauter ces 35 000 $? Moi, je pense que ça arrivera avant la fin d'année. Ça, c'est ma conviction forte. Maintenant, d'ici là, on verra bien. Justement, c'est pour ça qu'on est là pour en parler chaque mardi. L'information suivante m'a laissé un petit peu dubitatif. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle vraiment, puisqu'en fait on apprend là que Gala Games a fait un partenariat avec la plateforme de poker qui s'appelle PokerGo, qui à la base fait du streaming de poker, et en fait ils vont faire du coup une sorte de nouvelle plateforme qui va s'appeler PokerGo Play. Et on va dire avec tout l'environnement immersif que le Web3 peut apporter. Mais du coup, je sais pas trop où ça va. Je sais qu'ils avaient déjà fait des NFT, PokerGo, mais ça reste quand même un univers très différent de ce que propose Gala Games actuellement. Donc je sais pas si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, ça montre, on va dire, une certaine envie d'aller plus loin du côté de Gala Games. Donc on suivra. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.